Je te viens avec une bonne nouvelle ce soir. Est-ce que tu sais que les élections qui ont eu lieu là, hey, c'est annulé, c'est à refaire. Est-ce que tu savais ça? Viens t'asseoir. Et puis écoute, quand tu as fini d'écouter, il faut partager avec les autres. Mon silence n'était pas un aveu de faiblesse. Et le temps de juger Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui sont avec lui est arrivé. Le PACI annonce une grande marche pacifique le 8 novembre. Mais moi j'ai une question. Je veux savoir. C'est pas le même 8 là aussi, il y a investiture du président Ado. Ton gardien qui va écorcher à sa pédo là, mais pas de lui. Je sais qui vous aime tous. Bravo à l'opposition ivoirienne qui a quand même prouvé qu'elle pouvait faire descendre des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Aujourd'hui, j'ai vu les vrais Ivoiriens. Je te viens avec une bonne nouvelle ce soir. Est-ce que tu sais que les élections qui ont eu lieu là, hey, c'est annulé, c'est à refaire. Est-ce que tu savais ça? Viens t'asseoir. Et puis écoute, quand tu as fini d'écouter, il faut partager avec les autres. Élection annulée. Écoutez. Enregistrons des morts parmi les manifestants et les forces de l'ordre. Plusieurs Ivoiriens et Africains emprisonnés. La disparition progressive de la prise de conscience collective, le chaos qui se profile à l'horizon. La classe politique, par son inaction et son arrogance, a rejeté la main tendue par la sagesse africaine. Elle a choisi de poursuivre vers le chaos plutôt que vers la réconciliation. Le parallèle historique, 2002-2011 versus 2025. En 2002, une rébellion armée a divisé la Côte d'Ivoire. De 2002 à 2011, deux structures étatiques parallèles ont émergé. La communauté internationale a imposé un bicéphalisme institutionnel via des accords successifs. Makoussi, Kléber, Lomé, Accra 1, 2 et 3. La légitimité provenait exclusivement des accords politiques internationaux, non d'une légitimité démocratique incontestable. Le 11 avril 2011, cette solution s'est cristallisée. Alassane Ouattara arriva au pouvoir par un processus contesté jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, les mêmes ingrédients se rassemblent pour la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quelle différence entre ce qui s'est imposé par les armes hier et ce qui s'impose par manipulation institutionnelle aujourd'hui? En 2002-2011, au moins, la communauté internationale reconnaissait l'exceptionnel de la situation et le besoin de solutions transitoires exceptionnelles. Aujourd'hui, on nous demande de croire qu'un processus controversé, des exclusions arbitraires et un boycott massif de l'opposition constituent une élection démocratique. C'est un nouveau simulacre. Mais cette fois, les citoyens disent non. Trois vices constitutionnels irrémédiables. L'exclusion arbitraire de l'opposition. Plusieurs candidats majeurs ont été écartés sans processus d'appel équitable. Le droit égal de participer aux affaires publiques, consacré par le pacte international ratifié par la Côte d'Ivoire, a été violé. L'absence totale de consensus civique. Pour la première fois, les grands partis d'opposition boycottent massivement. Les leaders religieux questionnent le scrutin. Les autorités traditionnelles africaines expriment des réserves. La diaspora manifeste son scepticisme. Un mandat anticonstitutionnel. La candidature pour un quatrième mandat viole nos fondamentaux constitutionnels et s'impose contre l'esprit de limitation du pouvoir exécutif. Conséquence irréfutable, un gouvernement issu de ce processus n'est pas légitime. C'est un gouvernement contesté, fragile, générateur d'instabilité régionale. L'appel à l'unité nationale. Aux citoyens ivoiriens et à la diaspora. Frères et sœurs, nous sommes à un carrefour. Vous pouvez choisir la capitulation ou la résistance civique, constitutionnelle et pacifique. Nous vous appelons à exiger la légitimité auprès de vos institutions. Manifestez pacifiquement pour la Constitution. Signez la pétition pour une transition d'union nationale, partagée avec le hashtag Ivoire Légitimité. À la diaspora dans son ensemble, amplifiez ce message auprès du monde. Interpellez vos médias et représentants diplomatiques. L'Afrique doit être entendue. Aux femmes, aux jeunes, aux religieux. Vos enfants méritent une mère patrie légitime, pas une mère patrie confisquée par l'arbitraire institutionnel. Vous êtes nés après 2002, aviez le droit de grandir dans une démocratie pacifiée, pas reconstruite en permanence par des simulacres électoraux. Et Dieu dit, il est en train de faire naître le résultat de cette intercession depuis des années. Cette Côte d'Ivoire nouvelle est en train de naître. Et c'est lui, Dieu, qui est entré en jugement contre Alassane Dramane Ouattara et son régime. Et tous ses alliés qui, depuis plus de 15 ans, ont esclavagisé, ont martyrisé, ont piétiné, humilié la Côte d'Ivoire, ont piétiné les droits de la veuve, de l'orphelin, ont méprisé le pauvre. Oh, moi l'Éternel, je suis le Dieu des pauvres. Je suis un Dieu de justice. Et je me tiens dans la justice. Si je n'étais pas Dieu, il y aurait un chaos total sur la terre. Et c'est parce que je suis Dieu et que mon trône n'était qu'un trône de justice que quand les gouvernements de ce monde, quand les droits de l'homme de ce monde, quand les hautes institutions de ce monde ne peuvent pas dire la justice, ma justice à moi, la justice divine, tâche. Et en ce moment, Alassane Ouattara est en train de subir ma justice divine qui va se refermer sur lui, mais pas une humiliation légendaire qui va être racontée dans les livres d'histoire en cette période importante de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, l'Éternel, je suis descendu dans cette nation avec mes 16 ans. Et c'est moi qui mène le combat qui est en train de se faire pour éviter un bain de sang dans la nation.
je vais donner une déviation à la situation qui se passe en ce moment, de sorte à ce que le carnage que préparait le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, ce carnage soit complètement évité. Et si toutes les nations environnantes verront le doigt de Dieu et diront tous assurément Dieu est en Côte d'Ivoire. Parce que nous avions tous vu l'orage qui devait s'abattre, mais l'orientation que Dieu a donnée pour que toute la gloire lui revienne à lui. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de juger cet homme, juger sa famille, juger ses ministres, juger tous ceux avec lesquels il a assujetti et appauvri ce pays. Et je l'ai dit, il n'y aurait pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais moi, Dieu, je ne juge pas à la manière des hommes. Je n'apprécie pas ce que les hommes apprécient. Je ne marche pas selon les hommes. J'apprécie selon moi Dieu, ma justice. Et il se trouve que le cri des millions d'Ivoiriens sont montés jusqu'à moi. Je suis descendu, comme j'étais descendu en Égypte. Je suis descendu pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs. Parce que je vais juger Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui marchent avec lui dans cette mascarade soit dite électorale. Tous ceux qui se sont assemblés pour l'y accompagner, je vais les juger mortellement. Je vais juger leurs finances, je vais juger leurs comptes, je vais juger leur descendance, je vais juger leur santé, car cet homme, je l'ai damné. Et ceux qui s'assemblent avec cet homme, pour moi, irritent ma colère à la tête de la Côte d'Ivoire. Je me suis déjà choisi quelqu'un. Je me suis déjà choisi quelqu'un qui va unifier tous les Ivoiriens. Qui va unifier tous les Ivoiriens. Appeler tous les fils et les filles de ce pays à un forum de réconciliation nationale. Je me suis levé pour ce peuple. Je me suis levé pour ces 100 voix. Car j'ai décidé de juger Alassane Dramane Ouattara cette année même. Lui, sa famille, toute sa maison, son gouvernement, ses ministres. Et tous ceux qui se sont alliés d'une manière ou d'une autre à lui. N'as-tu pas vu le sort que j'ai réservé à Nicolas Sarkozy? N'as-tu pas vu le sort que j'ai réservé à Blaise Compaoré qui aujourd'hui est en Côte d'Ivoire? Terré comme un rat, ne pouvant aller nulle part, c'est moi qui l'y ai envoyé. C'est moi qui l'y ai envoyé pour le juger, pour le traiter selon ce qu'il mérite. Car je me suis choisi la Côte d'Ivoire. Et quiconque fait saigner la Côte d'Ivoire me croisera sur... Levez-vous, religieux, imams, évêques, pasteurs et chefs traditionnels. Votre appel moral est attendu. Nous vous avons vu questionner, maintenant guidez-nous vers la justice et non vers la complaisance. Aux rois et autorités africaines, vénérés rois, Ashanti Hene du Ghana, Morgana Haba du Burkina Faso, Letsi III du Lesotho, Guide Bamba du Mali, autorités coutumières de Côte d'Ivoire. Vous avez répondu à nos premiers appels. Vous avez dit oui à l'arbitrage. Maintenant, nous vous demandons d'agir avec urgence. La Côte d'Ivoire traverse une crise de légitimité qui menace la stabilité régionale. Un scrutin entaché de vices majeurs s'impose. Un 4e mandat anticonstitutionnel se dessine. Le chaos se profile. Nous sollicitons votre arbitrage constitutionnel suprême immédiat. 1. Former une commission royale africaine de légitimité électorale dès aujourd'hui. 2. Certifier la constitutionnalité de tout processus politique avant son déroulement. 3. Arbitrer les impasses institutionnelles via un conseil des sages panafricains. 4. Participer à la gouvernance de transition comme garant suprême de souveraineté africaine. Ceci n'est pas un rejet de la démocratie occidentale. C'est son accomplissement dans notre vérité africaine. Une démocratie qui manipule, qui tue, qui emprisonne n'est pas la démocratie. Nous souhaitons la démocratie version africaine, celle de la vie, celle de la réconciliation, celle de la fraternité. À la communauté internationale, vous avez accepté en 2002-2011 une solution imposée par la force armée au motif de nécessité et légitimité internationale. Vous avez supervisé des accords. Vous avez reconnu une légitimité d'exception. Comment pouvez-vous ignorer aujourd'hui une solution civique, démocratique et constitutionnelle face à une manipulation institutionnelle flagrante? Bravo à l'opposition ivoirienne qui a quand même prouvé qu'elle pouvait faire descendre des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Aujourd'hui, j'ai vu les vrais Ivoiriens. Pas les guerriers du clavier qui insultent la ES depuis leur salon, ni ceux qui troquent leur voix contre un sac de riz pour reconduire leur président sortant. Et ne vous trompez pas, la famille. Si le président Ouattara les a laissés marcher, ce n'est pas par pacifisme, ni par volonté de dialogue. C'est un calcul froid. Mieux vaut laisser défiler une foule que risquer une répression qui embraserait tout le pays, c'est tout. Plus de 80 000 personnes dans un pays où la peur, la répression et la division ont longtemps bâillonné la rue, ce n'est pas un chiffre banal. C'est une démonstration de force de l'opposition. Ce qui minimise ce rassemblement ont soit la mémoire courte, soit une peur viscérale de regarder la réalité en face. Et ignorer cette mobilisation, c'est fermer les yeux sur leur colère. Et l'histoire est pleine de ces petites étincelles qui, ignorées, se transforment en incendie incontrôlable. Une seule manifestation, un simple souffle de contestation, peut devenir une vague qui renverse tout si l'injustice et la frustration persistent. Quand un peuple sent qu'on lui a volé sa voix, il trouve toujours un moyen de se faire entendre, parfois brutalement, parfois de façon explosive, au lieu de dire que l'AES... Vous savez, la Côte d'Ivoire vient de vivre un moment historique qui a secoué tout le pays. En octobre 2025, les élections présidentielles qui devaient se tenir normalement ont été purement et simplement annulées. Oui, vous avez bien entendu, annulées. Et croyez-moi,
Ce n'est pas un détail administratif dont on parle ici. C'est un véritable séisme politique qui touche des millions d'Ivoiriens. Mais pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, il faut revenir un peu en arrière et regarder comment on en est arrivé là. Parce que cette histoire ne commence pas en octobre 2025, elle commence bien avant, avec une question que tous les Ivoiriens se posaient depuis longtemps. Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire depuis 2010. Ça fait maintenant 15 ans qu'il dirige le pays. 15 ans, c'est long. Très long même. Et au fil des années, une question revenait sans cesse sur toutes les lèvres. Combien de temps encore va-t-il rester au pouvoir? Est-ce qu'il va respecter la Constitution? Est-ce qu'il va laisser la place à quelqu'un d'autre? La Constitution ivoirienne est claire sur ce point. Elle limite le nombre de mandats présidentiels. Un président ne peut pas rester indéfiniment au pouvoir. C'est une règle fondamentale de la démocratie, une règle qui existe pour éviter qu'un homme seul ne concentre trop de pouvoir pendant trop longtemps. Cette règle, elle a été écrite noir sur blanc dans la Constitution pour protéger la démocratie ivoirienne. Mais voilà, Alassane Ouattara avait d'autres plans. Malgré ce que dit la Constitution, malgré ce que pensent des millions d'Ivoiriens, il voulait rester au pouvoir. Il voulait un 4e mandat. Et pour y arriver, il était prêt à forcer les choses, à tordre les règles, à violer la Constitution qui est censée guider le pays. Imaginez un instant ce que ça représente pour les citoyens ordinaires. Vous êtes un Ivoirien lambda, vous travaillez dur tous les jours, vous payez vos impôts, vous respectez les lois. Et là, vous voyez le président lui-même, celui qui est censé montrer l'exemple, qui décide de ne pas respecter la loi fondamentale du pays. Comment vous réagissez? Comment vous vous sentez? Les Ivoiriens, eux, ont été clairs. Ils ont dit non. Un non massif, un non retentissant. La plupart ont tout simplement refusé de voter. Ils ont boycotté ces élections qu'ils considéraient comme illégitimes dès le départ. Parce que pour eux, ces élections n'avaient aucun sens. Comment voter dans un scrutin où le candidat principal n'a même pas le droit constitutionnel de se présenter? C'était un mouvement de désobéissance civile impressionnant. Des quartiers entiers d'Abidjan, la capitale économique, étaient déserts le jour du vote. Dans les bureaux de vote qui avaient quand même ouvert, on voyait plus d'agents électoraux que de votants. L'atmosphère était lourde, tendue. Les gens restaient chez eux, pas par peur seulement, mais par principe. Par conviction démocratique. Mais Ouattara et son équipe ne se sont pas arrêtés là. Malgré ce boycott massif, malgré le fait que le peuple ivoirien avait clairement exprimé son refus de cautionner ce processus, ils ont continué. Ils ont organisé les élections coûte que coûte. Et devinez quoi? À la fin, ils ont annoncé qu'Ouattara avait gagné. Quelle surprise, n'est-ce pas? Sauf que personne n'était dupe. Comment peut-on gagner une élection quand la majorité de la population refuse même de voter? Comment peut-on parler de victoire quand les bureaux de vote sont vides? Comment peut-on prétendre représenter le peuple quand ce même peuple vous tourne le dos? Les accusations de fraude électorale ont fusé de toutes parts. Des observateurs indépendants ont rapporté des irrégularités graves. Des témoignages ont circulé sur des bourrages d'urnes, sur des résultats annoncés avant même la fin du dépouillement, sur des pressions exercées sur les agents électoraux. Le tableau qui se dessinait était celui d'une mascarade électorale, d'une démocratie vidée de son sens. Les Ivoiriens étaient en colère. Une colère profonde, légitime. Ce n'était pas juste une question de politique partisane, de préférence pour tel ou tel candidat. Non, c'était quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'était la Constitution elle-même qui était bafouée. C'était le principe démocratique qui était piétiné. C'était l'avenir du pays qui était en jeu. Dans les rues, dans les marchés, dans les taxis, dans les salons, partout, on ne parlait que de ça. Les gens étaient fâchés, vraiment fâchés. Ils avaient le sentiment qu'on se moquait d'eux, qu'on les prenait pour des idiots. Qu'on leur disait en face que leur avis ne comptait pas, que leur vote ne valait rien, que la Constitution n'était qu'un bout de papier qu'on pouvait ignorer quand ça arrangeait le pouvoir en place. Et puis, il y avait cette ambiance particulière dans le pays. Une tension palpable. Tout le monde se souvenait de la crise post-électorale de 2010 à 2011, quand la Côte d'Ivoire avait frôlé la guerre civile après des élections contestées. Cette période sombre où le pays s'était déchiré, où des gens étaient morts, où des familles avaient été brisées. Personne ne voulait revivre ça. Personne. Mais en même temps, personne n'était prêt à accepter cette violation flagrante de la Constitution. Les jeunes surtout, ceux qui n'avaient pas connu les années de crise, étaient déterminés à défendre leurs droits démocratiques. Ils refusaient d'hériter d'un pays où la loi du plus fort remplace la force de la loi. La communauté internationale suivait la situation de près. Les organisations régionales africaines, les partenaires internationaux, tous exprimaient leurs préoccupations. Des déclarations officielles appelaient au respect de la Constitution,
au dialogue, à la recherche d'une solution pacifique. Mais sur le terrain, la situation restait bloquée. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Face à la pression populaire, face au boycott massif, face aux accusations de fraude qui devenaient impossibles à ignorer, face à la colère qui montait dans tout le pays, les élections ont finalement été annulées. Oui, complètement annulées. C'était une décision sans précédent. Rarement on avait vu un processus électoral être annulé comme ça, après coup, sous la pression populaire. Mais les circonstances étaient exceptionnelles. Le manque de légitimité était trop flagrant. L'opposition de la population était trop massive. Continuer à prétendre que ces élections étaient valides devenait tout simplement impossible. L'annonce a été accueillie avec un mélange de soulagement et de vigilance. Soulagement parce que le peuple ivoirien avait réussi à faire entendre sa voix, parce que la mobilisation citoyenne avait porté ses fruits. Vigilance parce que tout le monde savait que ce n'était qu'une première étape. Dire que les élections sont annulées, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui vient après? Comment organiser de nouvelles élections dans de bonnes conditions? Comment s'assurer que cette fois-ci, les règles seront respectées? Comment garantir que la Constitution sera enfin appliquée? C'est là tout l'enjeu maintenant. Les Ivoiriens réclament que tout soit refait, mais cette fois dans la transparence, dans le respect des règles démocratiques, dans le respect de la Constitution. Ils veulent des élections libres et équitables où chaque candidat qui se présente a réellement le droit constitutionnel de le faire. La question du 4e mandat reste au cœur du débat. Pour beaucoup d'Ivoiriens, c'est une ligne rouge absolue. Les mois qui viennent vont être décisifs pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le pays se trouve à un carrefour historique. D'un côté, il y a la possibilité de repartir sur de bonnes bases, de construire une démocratie solide et respectueuse des règles. De l'autre, il y a le risque de retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes manipulations, dans les mêmes violations de la Constitution. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est de voir comment le peuple ivoirien a su utiliser les armes de la démocratie pour défendre la démocratie elle-même. Le boycott massif n'était pas une violence, ce n'était pas une rébellion armée. C'était simplement des citoyens qui disaient collectivement « Nous refusons de participer à cette mascarade ». Et ce refus collectif s'est avéré plus puissant que tous les discours officiels. Il faut comprendre que pour beaucoup d'Ivoiriens, cette lutte dépasse largement la personne d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas une question personnelle contre lui en tant qu'individu. C'est un combat pour un principe fondamental. Personne ne doit être au-dessus de la loi, même pas le président. Surtout pas le président, en fait, parce que c'est lui qui doit montrer l'exemple. Dans les universités, les étudiants débattent passionnément de ces questions. Ils se demandent quel genre de pays ils veulent pour leur génération et pour les générations futures. Est-ce qu'ils veulent vivre dans un pays où les règles changent selon les intérêts de celui qui est au pouvoir? Ou est-ce qu'ils veulent vivre dans un pays où la Constitution est sacrée, où elle s'applique à tous, sans exception? Les femmes aussi ont joué un rôle majeur dans cette mobilisation. Dans les marchés, dans les quartiers, ce sont souvent elles qui ont organisé la résistance pacifique, qui ont convaincu les gens de ne pas voter, qui ont expliqué pourquoi c'était important de tenir bon. Leur détermination a été cruciale pour le succès du mouvement. Il y a quelque chose de profondément émouvant à voir un peuple se lever ainsi pour défendre ses droits. Parce que ce n'est pas facile. Il y a toujours des pressions, des menaces parfois, des tentatives d'intimidation. Il y a la peur de ce qui pourrait arriver. Mais malgré tout ça, les Ivoiriens ont tenu bon. Ils ont dit non et ils ont maintenu ce non jusqu'au bout. Maintenant, la question qui se pose est celle du calendrier. Quand est-ce que les nouvelles élections vont avoir lieu? Combien de temps va prendre la mise en place de toutes les garanties nécessaires pour un scrutin vraiment libre et transparent? Ce sont des questions techniques en apparence, mais qui ont des implications politiques énormes. Certains voudraient aller vite, organiser rapidement un nouveau scrutin pour sortir de cette crise institutionnelle. D'autres préfèrent prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses, même si ça prend plusieurs mois. Parce qu'il vaut mieux attendre et avoir des élections crédibles que se précipiter et reproduire les mêmes problèmes. Il y a aussi la question de savoir qui va gérer cette période de transition. Qui va diriger le pays en attendant que de vraies élections démocratiques soient organisées. C'est une question délicate qui nécessite des négociations entre toutes les forces politiques du pays. Il faut trouver une solution qui rassure tout le monde, qui garantisse la neutralité de l'État pendant cette période cruciale. La commission électorale va devoir être complètement réformée. C'est indispensable. Trop d'Ivoiriens n'ont plus confiance en elle après ce qui s'est passé. Il faut la reconstruire de zéro, avec des membres choisis de manière consensuelle, des gens intègres et compétents qui ont la confiance de tous les camps politiques. Sans une commission électorale crédible, impossible d'avoir des élections crédibles. Le système d'enregistrement des électeurs aussi doit être revu. Il y a eu trop d'accusations de manipulation des listes électorales, de gens inscrits plusieurs fois,
d'électeurs fantômes, de citoyens légitimes qui ne figuraient pas sur les listes. Tout ça doit être nettoyé, vérifié, sécurisé. C'est un travail colossal, mais absolument nécessaire. Les médias ivoiriens ont un rôle crucial à jouer dans cette période. Ils doivent informer objectivement la population sur ce qui se passe, sur les étapes du processus, sur les enjeux. Ils doivent résister aux pressions politiques, qu'elles viennent du pouvoir ou de l'opposition. Leur indépendance est vitale pour la santé démocratique du pays. Les observateurs internationaux aussi devront être présents en force lors des prochaines élections. Pas seulement quelques missions symboliques, mais une vraie présence sur le terrain, dans tous les bureaux de vote, pour surveiller le déroulement du scrutin et le dépouillement. Leur présence peut dissuader les tentatives de fraude et rassurer la population. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment cette crise ivoirienne résonne dans d'autres pays africains. Dans plusieurs capitales du continent, des citoyens suivent attentivement ce qui se passe à Abidjan. Ils se disent que si les Ivoiriens peuvent résister à un président qui refuse de partir, peut-être qu'eux aussi peuvent le faire dans leur pays. C'est un effet d'entraînement potentiellement très puissant. Mais attention, chaque pays a sa propre histoire, son propre contexte. Ce qui marche en Côte d'Ivoire ne peut pas forcément être copié-collé ailleurs. Néanmoins, le principe reste le même. Un peuple uni et déterminé peut défendre ses droits démocratiques, même face à un pouvoir qui semble tout-puissant. Il ne faut pas oublier non plus les enjeux économiques derrière tout ça. La Côte d'Ivoire est la première économie de l'Afrique de l'Ouest francophone. C'est un pays important pour toute la région. Cette instabilité politique inquiète les investisseurs, ralentit l'économie, crée de l'incertitude. Trouver rapidement une solution démocratique, ce n'est pas seulement une question de principe, c'est aussi vital pour l'économie du pays. Les jeunes entrepreneurs ivoiriens, ceux qui essaient de lancer leur business, de créer des emplois, sont particulièrement préoccupés. Ils ont besoin de stabilité pour développer leurs projets. Mais ils ne veulent pas d'une stabilité basée sur le mensonge et la violation de la Constitution. Ils veulent une vraie stabilité démocratique, avec des règles claires que tout le monde respecte. La diaspora ivoirienne aussi suit tout ça de très près. Ceux qui vivent en France, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde, ils restent profondément attachés à leur pays. Beaucoup envoient de l'argent à leur famille restée au pays. Beaucoup rêvent de rentrer un jour. Mais ils veulent rentrer dans un pays démocratique, pas dans un pays où un homme s'accroche au pouvoir en violant la Constitution. Il y a aussi une dimension générationnelle dans tout ça. Les jeunes Ivoiriens, ceux qui ont grandi avec Internet et les réseaux sociaux, ont une vision différente de la politique que la génération de leurs parents. Ils sont moins patients, moins prêts à accepter les compromis douteux. Ils veulent une vraie démocratie, maintenant, pas dans 10 ans ou 20 ans. Ces jeunes utilisent les réseaux sociaux pour s'organiser, pour diffuser l'information, pour mobiliser. C'est très difficile pour le pouvoir de contrôler cette forme de communication. Les hashtags, les vidéos qui deviennent virales, les messages qui circulent sur WhatsApp, tout ça crée une dynamique que les méthodes traditionnelles de contrôle politique ne peuvent pas vraiment endiguer.